I want to welcome you all to this third panel, which is entitled, I'll give it in French, Approche académique des solutions et stratégies. I hope I got it right. Am I pronouncing this right? Perfect. Okay. Okay, so in this session, we're hoping to explore the various interconnected strategies for enhancing African cinema, comprising the marketing aspect and cultural positioning, distribution models. We're going to be talking about that, and the role of digital platforms as well. Hopefully, we'll be talking about that as well. So the aim here is not only to diagnose what is up in terms of these questions we've been asking ourselves since morning, but it's also to look at strategies that can help us to move forward, especially where African cinema is concerned. For this discussion, I have an amazing panel seated here with me. First, I have Dr. Alain, Professor Alain Florier-Combe, and then I have Professor Shecky Demer, okay, and then I have Professor Joseph, Mr. Joseph René Moifo. Yes, okay, I got it right. Praise the Lord. Okay, so we have just the three of them for now, but hopefully if our last panelist makes it, we'll take her as well if we have more time. That is Ms. Tatako Mbeyola. So we don't have much time, as I've been reminded, so we're just going to go straight ahead. They all have 15 minutes, and then we'll take questions intermittently, okay? So we'll start first of all with Professor Alain. The floor is yours. Thank you, Naloba, for this beautiful presentation, beautiful introduction. Very happy to be here. I'm very happy to be sitting with you on this table. Bonsoir à tous. Je dois dire la gratitude que je ressens d'avoir été invité à ces débats, à ces travaux. Je vais aussi dire le plaisir de retrouver des visages qui me sont familiers. Et évidemment, mon frère et ami, Dr. Bien. Ma réflexion, c'est une réflexion académique. Je suis spécialiste des études culturelles, donc je m'intéresse davantage à tout ce qui est objet humain, artefact, comme objet culturel. Donc chaque chose que l'être humain produit, c'est de la culture. Et donc j'ai voulu proposer une réflexion, une modélisation de ce que pourrait être un marketing dans notre espace. Ma présentation a une histoire, je commence par là, rapidement. Lorsque nous enseignons, Dr. Jean bien et moi aux États-Unis, la première chose qui me frappe, c'est qu'on met au programme pour les étudiants américains des textes, des films, parmi lesquels Sangomalo, Le Casse-Nègre, La Petite Fille de... Et ces films-là m'ont marqué parce qu'ils avaient quelque chose en commun. Notamment le côté exotique, il y avait des thèmes particuliers que ça reflétait, qui touchaient apparemment le public américain. Et je me suis posé la question, il n'y a pas d'autres films, même des films un peu moins culturellement attrayants ou bien pertinents pour eux. Et donc à ce moment, j'ai commencé à me dire, on ne peut pas penser la circulation du cinéma. D'ailleurs, Sangomaro, je ne l'ai pas vu au Cameroun. Je suis parti en 87, 96, 97. Je ne l'ai pas vu. Il est sorti en 92. Je ne l'avais jamais vu. Je le vois pour la première fois aux États-Unis. Et là, il y a un problème. Parce que le conditionnement académique de l'affaire et les thèmes qui sont recherchés m'interpellent. Donc ça, c'est la petite histoire. Et évidemment, quand je rentre au Cameroun il y a quelques années, je me dis, il faut continuer à travailler sur ces produits culturels. Donc, ma réflexion va s'organiser autour de 4 grands pôles. Mais je ne vais pas insister. Je vais insister à la fin sur la modélisation. Je vais faire un bref rappel historique, c'est 1 minute, de tout ce qui est ce qu'on a appelé colonisation des écrans. Ensuite, je vais donner quelques éléments théoriques. Et notamment, je vais revenir sur la notion de souveraineté culturelle. Fanon, notamment, quelques éléments de Fanon, Frantz Fanon, Kwame Anthony Appiah, par exemple.
Et je vais prendre quelques cas, on en a déjà parlé, j'ai déjà évoqué la petite fille de Samben Ousmane et tout le monde. Bon, on va parler rapidement de Samben Ousmane, de Netflix, de Nollywood. Et j'étais intéressé parce que tout à l'heure vous parliez de vendre un produit et de construire une audience. Mais l'audience s'éduque comment? Comment est-ce qu'on cultive le goût? Est-ce que le goût se cultive? Et enfin, là où je vais insister, ce sera vraiment l'aspect modélisation. Je vais proposer quelques axes stratégiques qui permettraient de penser, si vous voulez, le marketing comme une forme de médiumisation. C'est ce que j'ai appelé médiumisation. Alors, juste un petit mot sur l'histoire, un instrument colonial. Le premier panel, on l'a fait tout à l'heure, on a montré, on a vu qu'à l'origine, le cinéma en Afrique, c'est un instrument colonial. En fait, c'est un cinéma colonial qui est contrôlé par des filières, par des institutions, par des idéologies qui sont des idéologies coloniales. Et c'est vrai. Les films qui se vendent, les films qui se produisent, c'est le cas. Et donc, on a cité ici abondamment Komasiko, Sekma, qui ont été des instruments stratégiques de contrôle, n'est-ce pas, du cinéma africain. Donc, ce que ça a fait, ces instruments-là, c'est de déposséder, en fait, les Africains de leurs propres images. C'est-à-dire, c'est de leur coller un certain nombre d'images et de valoriser ces images-là. On a vu d'ailleurs certains films qui sont publiés, produits, parce que ça parle d'eux, parce que ça aborde tel thème. On a évoqué les premières résistances, je ne reviens pas, et il faut quand même signaler que Samben Ousmane est un cas particulier, parce qu'il a commencé à produire, il fait son cinéma, et puis quand même, il a résisté. C'est probablement l'un des premiers résistants dans le domaine francophone. Et j'ajoute pour dire quand même qu'il y a eu une décolonisation inachevée, parce qu'évidemment, malgré toutes ces initiatives, il n'y a rien de nouveau. Donc, cela me dit qu'il reste à décoloniser. Quand vous regardez le cinéma qui est produit en Afrique francophone, Nollywood reste une exception. Et pourquoi Nollywood est une exception, on peut en discuter. Donc, il est certain que tout film parle de quelque chose de quelque part. Et donc, il y a une dimension souveraine, il y a une dimension identitaire dans la production d'un film. Et quand vous regardez Nollywood, l'un des éléments de réponse, c'est que c'est très identitaire. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, on parle de ce qui est local. Et contrairement, et moi j'étais très surpris de constater qu'ici, voilà, tout le monde est accro à Nollywood. Et là, vous vous dites, c'est pas produit avec les mêmes technologies, les mêmes moyens, mais c'est attractif. Pourquoi c'est attractif? Parce que souvent on parle une langue qui est locale. Je dis qu'on parle une langue qui est locale, même quand on parle en anglais. C'est-à-dire on parle de Yoruba en anglais. Est-ce qu'on se comprend? On parle de Yoruba en anglais, on parle de Igbo en anglais. Donc ça fait qu'il y a une connexion avec un public. Et donc, c'est donc le marketing est un lieu de souveraineté. Pour marketer, il faut s'approprier un certain nombre d'objets. Donc je voudrais donc suggérer quelques éléments théoriques. Fanon avait proposé comme modèle d'appropriation ce qu'il a appelé l'auto-représentation, le droit à l'auto-représentation. C'est-à-dire qu'on doit s'approprier, on doit arracher ce droit de nous représenter nous-mêmes. Cela veut dire que ceux qui font des films doivent faire des efforts pour être auteur. On peut faire un film sans être auteur. La dimension octoriale, n'est-ce pas, de la production, elle est importante, ça manque souvent. On a souvent l'impression qu'on mime quelque chose qui ne reflète pas forcément notre environnement. Ça accroche Nollywood parce que quand on voit, ou bien que Pombia accroché parce que quand on voit comment est-ce qu'il se comporte, tout de suite on s'identifie. Il y a ce qu'on a appelé la double fictionnalisation, parce que quand je suis au cinéma, je m'y reconnais sans forcément tomber dans le Don Quichotisme, c'est-à-dire sans tomber dans celui qui va aller faire ça dehors. Vous voyez, donc je m'identifie, mais je comprends qu'il y a une dimension fictionnelle du cinéma, mais qui parle de moi. Donc Fanon. Derrida, deuxième théoricien que je convoque, a évoqué
la souveraineté comme une liberté inconditionnelle. Et les Africains doivent travailler à être libres. Et l'un des moyens de travailler à être libre, c'est s'affranchir des matérialités. Parce que l'argent circule. Et comme il y a l'argent, comme il y a la galère, il y a la misère, c'est difficile de résister. Comment être libre quand on a le ventre affamé, le ventre vide? Ça, c'est la question fondamentale. Bon, je peux mentionner en passant Bourdieu, Bourdieu, que tout élément, tout objet qui est produit par l'être humain est dans un champ culturel. Je pense que le cinéaste, le producteur doit définir ce champ. Et ça rentre dans le marketing. C'est-à-dire que si vous ne vendez pas le même cinéma, vous parlez tout à l'heure de talk about reels, n'est-ce pas? Vous parlez des, comment on dit ça en français, reels? Les avant-premières, ou je sais pas quoi qu'on fait. Trailers, right? Quand on les bandes annonces, on devrait d'ailleurs adapter la bande annonce en fonction du contexte, en fonction du champ, en fonction de l'espace dans lequel on se trouve. On ne produirait pas la même bande annonce à Yaoundé qu'à Maroua. Donc la notion de champ. Et je touche un peu Kwame Anthony Appiah, qui a parlé de cosmopolitisme enraciné. Il y a un enracinement. Il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé par ailleurs, les grammaires locales. On doit construire nos grammaires locales. C'est-à-dire qu'un film est une grammaire, ça a des codes. Mais ces codes-là, c'est quoi? Je donne des cours de cinéma à l'université de Douala. Et souvent, je commence par Stanislavski, la méthode Stanislavski. Ok? Mais sauf que quand vous regardez le rapport de Stanislavski à la réalité, la façon dont il traite la réalité, il y a toujours ce dualisme. Il y a l'acteur qui est hors, qui est de l'extérieur, et la fiction qui doit jouer. Il y a toujours cette espèce de dichotomie qui doit manipuler. Alors qu'en Afrique, on mélange parfois tout. Chez nous, on est en même temps au marché, en même temps au deuil, en même temps. Ce en même temps-là est important à traduire dans le cinéma. Il faut peut-être que je me calme un peu. Je commence à... Donc, on peut voir qu'il est important de bien articuler, de bien construire ce champ. Et vous avez parlé d'études du milieu, de comprendre l'environnement, la sociologie, l'anthropologie. Moi, j'ai appelé ça écrire nos grammaires locales. La grammaire, ce n'est pas seulement la conjugaison du verbe. D'ailleurs, c'est ce que le français a voulu faire croire. Une grammaire, c'est d'abord un code. C'est un code de pensée. Quel est le code de pensée du cinéma camerounais? On peut voir sur Hollywood, en Hollywood, ça se voit. Bollywood a eu ça. Et Bollywood s'est affranchi. Vous parlez tout à l'heure des États-Unis, mais le film indépendant aux États-Unis ont réussi à devenir mainstream. Yes. Pourquoi ils sont devenus mainstream malgré le peu de financement? Parce qu'ils ont écrit leur grammaire. Les grammaires locales. La localité, la localisation, l'ancrage, l'endogénisation, elle est fondamentale. Bon. J'ai combien de minutes? Parfait. C'est parfait. Donc, les études de cas, on va revenir lorsqu'on discute. J'ai donc proposé qu'il fallait penser à une modélisation du branding, à des axes, ce que j'appelle des axes stratégiques, pour modéliser un marketing du cinéma africain. J'ai appelé ça écologie marketing souverain. Écologie marketing souverain, qui est fondé sur un concept que je propose, qui est la médiumisation. Médiumisation de médium, transmettre, mais aussi dans médium, il y a le spirituel, il y a tout. Alors, cette médiumisation, elle s'adosse sur 5 piliers. Je les cite et puis j'arrête. Okay. D'accord? Le premier pilier, c'est canaliser. Canaliser. Développer nos propres infrastructures de diffusion, les salles, les cinémas, les plateformes numériques, les marchés structurés. Et qui contrôle tout ça? Canaliser. Le canal, c'est par où passent les choses, mais c'est pas aussi là où on protège des choses. Parce que ce n'est pas seulement le passage, mais c'est aussi une forme de protection. Deuxième pilier, patrimonialiser. Nos films doivent parler de notre patrimoine. Ou alors, patrimonialiser des éléments que nous croyons avoir perdus, que nous sommes en train de perdre. Leur donner une valeur culturelle, anthropologique.
D'accord? Et nos films doivent parler de notre héritage collectif. Il y a une dimension panafricaniste d'ailleurs dans cette histoire. Tout à l'heure, on disait comment on va parler aux Nigérians, comment l'anglophone va parler aux Nigérians, alors que... Mais c'est l'anglais qui fait ça. C'est l'anglais, l'un des problèmes, c'est l'anglais. Parce que si on arrivait à parler dans nos langues, et on se traduisait, j'aime pas le mot traduit, j'ai utilisé versionner, versionner et pas traduit, on peut débattre après, ce serait intéressant. Parce que quand moi je parle à Douala, je te donne la version de ce que j'ai dit ici, là-bas. La version, pas la traduction. Transactionner. Troisième pilier. Transactionner. Là, la dimension commerciale. On doit vendre. Mais il y a un débat chez nous. Il y a un débat dont il faut s'approprier. C'est-à-dire, est-ce qu'on produit pour le marché ou dans le marché? Est-ce qu'on produit dans le marché ou pour le marché? Si on produit pour le marché, on risque d'être exclusivement esclave de tous les courants qui traversent. Produit pour le marché. Si on produit dans le marché, on a un peu de liberté. On peut faire du marché ce qu'on veut. Ce n'est pas le marché qui nous conditionne. Donc, transactionner, j'aime transactionner et pas commercialiser. C'est-à-dire, lorsqu'on envoie un film ailleurs, c'est une transaction. Quels sont les termes de cette transaction? Et quatrième pilier, versionner. Tout à l'heure, j'ai expliqué un peu. Il ne s'agit pas de traduire, il s'agit de produire des versions de ci et de ça. Parce qu'on ne peut pas traduire toute la réalité d'ici là-bas. C'est clair. Et enfin, dernier pilier, pérenniser. Il faut trouver des moyens de rendre pérenne, durable, bon c'est le terme qu'on utilise dans la théologie aujourd'hui, c'est durable. Mais le mot durable pose problème. Je dis pérenniser, c'est éternel. On a des savoirs et des valeurs qui doivent être éternelles. Comment on fait pour qu'elles soient éternelles? Donc ces 5 opérations, pour moi, constituent le socle d'une véritable stratégie de long terme. Elle rappelle que le marketing n'est pas qu'une question de visibilité immédiate, mais un processus de construction symbolique et mémorielle. Je vais m'arrêter là et laisser que, s'il y a des questions, on puisse échanger. Je vous remercie. Thank you very much, Professor. That was right on the margin. Thank you. Thank you. The paper was was delivered with so much passion. I was unable to detach myself from everything you were saying. But I think what stayed with me is this concept you're introducing, which is the médiumisation. Médiumisation. I find it very, very interesting, and I hope we can talk about that some more in the exchange. We're going to move to the next panelist. I'm thinking our next panelist is... Yes. Mr. Shaki, over to you. J'ai préparé un exposé et comme je l'ai d'habitude, je le laisserai de côté. Je n'ai nullement versé dans ce qui est théorique, ni parler la langue académique qui demande ces phrases et ces tournures un peu auxquelles on fait beaucoup attention. Mais je vais essayer de poser des questions, d'échanger avec vous, de partager et pourquoi pas de déranger, parce que je ne suis pas modérateur, je vais essayer de déranger par les questions. Et j'aimerais commencer par une chose, c'est cette question de cinéma africain. Et je ne cesserai jamais de le répéter. Noureddin Sahel a dit un jour, si on ne fait pas nos images, d'autres le feront pour nous. Et la chose ne s'arrête pas là. Ils le feront pour nous et ils nous pousseront à croire ce qu'ils ont fait pour nous. Et ça sera malheureux. J'ai entendu beaucoup parler de cette question de l'identité. Il ne faut pas se limiter à l'essentialisme. Moi, je vais dire oui, il faut se limiter à l'essentialisme. Mon identité, c'est moi. Africain, je ne peux exceller qu'en racontant mes histoires en tant qu'Africain.
Ça veut dire que mon identité est la base de ce que je pourrais créer. Et bien sûr, ça va de soi. Je ne vais pas imaginer un Portugais qui raconte une histoire capverdienne. Donc là, cette question-là, elle est importante et on le voit, notre collègue a donné l'exemple de la Loire de Saint-Ben et les exemples peuvent venir par la suite sur tout ce qu'ont fait ces aînés qui ont fait du cinéma un champ de lutte. Parce qu'ils ont cru que les victoires ne sont pas toujours militaires. Il y a d'autres victoires sur lesquelles on peut travailler, sur lesquelles on peut parier. Pour la question de la distribution, pour rester dans le sujet, j'ai entendu ce matin, comme j'ai entendu souvent, parler que cette question de fermeture des salles, le public ne va pas au cinéma, c'est parce que il y a les plateformes streaming, parce qu'il y a la vidéo, parce qu'il y a le film à la télévision, parce que... Mais détrompons-nous quand même. Est-ce qu'au Japon, il n'y a pas de salle de cinéma, il n'y a pas de plateforme de streaming, et il n'y a pas de télévision? Est-ce qu'en Corée du Nord, il n'y a pas ça? Et en Corée du Sud plutôt? Est-ce qu'en Allemagne, en Suisse, il n'y a pas de plateforme de streaming? Mais quand même, si on ne va pas au cinéma, ça veut dire qu'il y a un problème chez nous. Ce n'est pas question de plateforme. Parce que, ouais, mais pourquoi les gens vont voir un concert alors qu'ils peuvent écouter la musique chez eux? Pourquoi ils vont voir un match dans un stade alors qu'ils peuvent le voir à la télévision? Pourquoi ils boivent un café et une bière à la maison, dehors, alors qu'ils pourraient la boire à la maison? Alors il y a un problème structurel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cette question-là de nous dire c'est faux, c'est fausse cause, c'est prétexte, que c'est là où il y a le problème. Non, messieurs, dames, le problème n'est pas là. Et si le problème n'est pas là, il faut chercher un petit peu dans nos colloques, dans nos festivals, dans nos discussions, dans nos universités, à faire le diagnostic correct. Parce qu'on ne peut aucunement remédier au problème sans le diagnostic correct. Tout à l'heure, j'ai entendu notre ami parle. Au Cameroun, il y avait 150 salles, mais je ne sais pas combien. Ouais. C'est la même chose au Maroc. On avait 250 salles, maintenant on est à 40 écrans. C'est la même chose au Sénégal, c'est la même chose au Burkina, c'est la même chose partout. Alors c'est la même chose dans notre continent. Alors là, en essayant de voir un petit peu ce qui se passe, j'essaie de faire quelques comparaisons. Et j'essaie, à partir de ces comparaisons-là, de chercher à trouver des réponses convaincantes. Néanmoins pour moi. Si on prend par exemple le foot maintenant en Afrique, au Maroc, on avait 2 stades, 2 grands stades. Les années 90. Maintenant, on a 8. Et je vais vous dire une chose. Le dernier match entre le Niger et le Maroc, tous les billets ont été vendus 24 heures après leur mise au marché. Et je vais vous dire un chiffre. Il y a des billets VIP qui sont vendus à 2000 €. Alors là, dans 20 ans, 2 devient 8, les billets sont vendus, on cherche les billets sur le marché noir. De l'autre côté, le cinéma, 250 salles qui devient 40 écrans, les salles sont vides, des films passent parfois juste 3 jours dans les salles et puis on les déprogramme parce qu'il n'y a pas de public. Alors c'est l'affaire de qui? Le problème incombe à qui? Qui en est responsable? Et moi je dirais directement, sans équivoque, c'est l'État. Ce sont nos États.
Là, et quand je dis ce sont nos États, parce qu'il y a d'autres expériences rares et qui prouvent ce que je dis. Dernièrement, au Burkina, nous avons le directeur de la PCA ici avec nous. Juste hier, je lui ai demandé, dis-moi mon ami, combien ça a pris ces décisions qui ont fait la création de l'agence burkinabé du cinéma et de l'audiovisuel, le fonds d'aide qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines, les rencontres avec les acteurs, tout cela, ça a pris combien de temps? Il m'a dit, 3 mois. Tout ça, ça a pris 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté politique derrière. Alors là, cette volonté politique a fait changer le tout en 3 mois. Et je crois que les résultats, on va les ressentir dans très peu de temps avec ce fonds d'aide. Donc là, on peut avoir une production. Et bien sûr, s'il y a production, on va voir aussi créer des salles. Parce qu'il faut faire découler le produit. Donc là, j'insiste sur cela, c'est que nos États sont responsables de la situation. Et les États et les décideurs doivent réfléchir à cela. Parce qu'ils doivent aussi savoir une chose importante. Tout à l'heure, monsieur le secrétaire exécutif, il a dit que la puissance, elle provient de la science et de l'art. Et je crois qu'il faut maintenant prendre en considération cela. Ça date de 2 siècles, de 3 siècles. Mais il faut prendre en considération cela maintenant. Il faut donner la valeur aux arts et à la culture. C'est important. Si on dit que si on aime la vie, on va au cinéma, moi je peux transformer un petit peu, faire une petite manipulation et dire les peuples qui vont au cinéma s'aiment et on a besoin d'amour. Donc, sur cette question-là, toujours de la distribution, il y a aussi un petit problème qui me dérange et j'aimerais bien vous déranger vous aussi. Il y a des États qui mettent de l'argent pour produire des films, mais qui ne pensent pas à la distribution. Trouvez-vous ça logique? Quelqu'un qui met de l'argent pour faire un produit et il ne pense nullement à un retour sur investissement. Je vois que c'est un peu maladroit. Je vous donne des exemples. Au Maroc, maintenant, on produit 25 films par an. Et presque plus que les 2 tiers des films sont produits par l'argent de l'État. Combien? C'est 1 500 000 euros fois 3. C'est 4 500 000 euros par an investis pour produire des films. Mais produire des films pour qui? On met de l'argent, mais on ne pense pas récupérer cet argent. On met l'argent comme ça pour produire des films, mais sur côté de distribution, il n'y a aucun effort qui a été fait. On nous fait croire qu'on crée des petites salles, mais non, ce ne sont pas des salles de cinéma, c'est des salles de n'importe quoi, sauf le cinéma. Alors, n'est-il pas temps maintenant de réfléchir, d'accord? N'est-il pas temps de réfléchir maintenant à comment faire découler cette production? Parce que il faut, si on veut réfléchir en termes de manager, en termes d'économiste, ou bien en termes d'être humain raisonnable. Je produis pour qui? Je mets de l'argent, comment je peux récupérer pour faire continuer la machine? Parce que si je produis sans marché,
à un certain jour, je vais m'arrêter. Et pire que ça, c'est que lorsque on donne cet argent-là sans aucune exigence, sans aucun retour, parfois le fait d'avoir un fonds d'aide devient en lui-même un objectif. Ce n'est pas le film qui est l'objectif, ce sont les fonds d'aide qui deviennent des objectifs. Et alors là, nos artistes se transforment en pire. Alors là, c'est aussi un problème. Autre chose, s'il vous plaît. Avec le manque de salles, je ne sais pas comment ça se passe ici au Cameroun. Avec le manque de salles, les chaînes de télévision présentent-elles les films? Je dis bien les films et non pas les téléfilms. Et là encore, c'est un problème si on ne présente pas de films. Donc là, il y a un problème que nous avons avec le cinéma. Si on met de l'argent et on ne présente pas, si on a les chaînes de cette télévision et on ne présente pas le film, c'est-à-dire qu'il y a une prise de position envers le cinéma. Et il faut la clarifier. Je demande, moi, à ce qu'on nous clarifie cela. Toujours sur cette question de distribution, que ce soit dans les salles ou bien sur les chaînes de télévision, moi je me pose la question, et avec vous bien sûr. Je prends l'exemple du Maroc parce que je connais un peu la réalité de mon pays. On ne présente les séries, les films de n'importe où. De Turquie, du Mexique, du Brésil. Mais on ne présente jamais les séries et les films de l'Afrique subsaharienne. Je ne comprends pas pourquoi. Oui, on me parle maintenant, tout le monde parle de l'ouverture et de la renaissance africaine et que les accords, les partenariats germent de tous côtés sur tout ce qui est économique, politique. Ouais, mais l'art et la culture, on ne se connaît pas bien. Entre nous, Africains, on ne se connaît pas bien. Et pour mieux nous connaître, on a besoin de voir nos images. J'ai besoin de voir les images du Camerounais, du Sénégalais, du Guinéen, du Kenyan, parce que c'est là, ce sont ces images-là qui me font rapprocher de ces cultures. Alors là, et vice-versa bien sûr, j'imagine mal qu'on peut projeter à la télévision camerounaise, ou bien dans une salle, l'unique salle de cinéma ici au Cameroun, un film marocain. Alors là, il y a un enclavement terrifiant, horrible. Et je crois que le pas le plus important à faire maintenant, c'est chercher ce décloisonnement. Décloisonner les images. Laissez les gens voir. Faites voir les images africaines chez nous, dans nos pays. Un dernier point, si vous le permettez. La question de la coopération. J'aimerais bien dire aux professionnels ici que pour mon pays, le Maroc, il a des partenariats presque avec tous les pays africains. Et ça a commencé en 2011. Et les cinéastes africains ont la possibilité de faire la post-production dans les studios du centre cinématographique marocain. Mais je vois et je découvre à plusieurs reprises que les gens ignorent cela. Là encore, il y a un problème. Parce que ce ne sont pas les partenariats qu'il faut signer, mais ces partenariats n'ont aucune valeur si ce n'est pas opérationnalisé. Et je vous remercie. I enjoyed your presentation, and that paper, I must read it. What stayed with me particularly, I like this when you said, producing without a market changes the objective from films to funding. I think that's what we should hold on to that in our discussions. It's very interesting. We're going to move to the next panelist, that is Mr. Joseph Authorities. Je m'appelle moi Fotakou Joseph Régnier. Je vais vous présenter
une communication intitulée « Approche stratégique de la chronologie des médias pour la distribution du cinéma au Cameroun ». 2 points de tension structurelle aux dynamiques de cohabitation dans la quête d'un modèle endogène adapté. Cette communication est sous la supervision du professeur Georges Madiba, l'ancien directeur de la cinématographie. Comme nous le savons tous, quand on produit un film, tout producteur, quand il fait et réalisateur, quand il forme un film, c'est avant tout pour que ce film soit regardé dans leur pays. Personne n'est fier qu'un film aille à l'international et au Cameroun, personne ne connaît ce film. Par exemple, quand à Bollywood, Nollywood et Hollywood, ils ont une industrie forte, surtout parce que la filière de distribution est également très forte. Mais quand on revient au Cameroun, on constate que la distribution, c'est un maillon très faible dans le cinéma camerounais. Alors, on se pose la question, si la distribution est faible, je crois, les chers professeurs sur le panel l'ont souligné, quand la distribution est faible, ça veut dire qu'on produit, mais il n'y a pas accès aux exploitants, il n'y a pas accès, le film n'arrive pas chez ceux qui doivent diffuser. Et cela crée un véritable problème. Aussi, nous constatons qu'au Cameroun, malgré les problèmes, les cinéastes se battent pour produire des films. Alors, s'ils se battent pour produire des films, comment ils font pour que cela arrive chez les exploitants? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien? C'est tout cela qui nous amène donc à formuler la question. Les cinéastes face à la complexité de la distribution locale, qui essaie de s'adapter, mais comment le cinéma camerounais parvient-il à organiser la distribution et l'exploitation de ses œuvres entre les différentes fenêtres d'exploitation afin de concilier visibilité, rentabilité dans un marché local faible, tout en s'adaptant aux innovations technologiques. Ce travail nous amène vers une notion, la notion de la chronologie des médias, qui est une notion parfois très peu abordée dans notre paysage cinématographique. Et donc, pour aborder cela, nous allons tout d'abord essayer d'exposer quelques foyers de tension liés à la chronologie des médias, après avoir défini, bien sûr, présenter les modèles exemples de cohabitation existants et quelques stratégies d'adaptation mises en place par les cinéastes. Pour commencer, puisque nous avons parlé de cinéma camerounais, bon, le temps ne nous permettant pas, j'aurais aimé faire une brève, présenter brièvement le cinéma camerounais depuis les premiers films tournés sur le sol camerounais par les Allemands jusqu'à nos jours. Mais je crois que nous allons évoluer. La chronologie des médias en question, qu'est-ce que c'est? La chronologie des médias, c'est une règle qui organise l'exploitation des œuvres cinématographiques, fixant l'ordre et les délais de diffusion entre les différentes fenêtres d'exploitation que sont la salle de cinéma, les plateformes numériques, les supports physiques, CD, DVD, Blu-ray, clé USB, etc., la télévision. Ceci afin de favoriser la rentabilisation et la visibilité, comme j'ai dit plus tôt, tout en évitant la concurrence entre les différents médias. Parce qu'il est important, chaque média voulant l'exclusivité, il serait bizarre, par exemple, que pendant que vous avez un film en salle, le film soit diffusé à la télévision. Certainement, ceux qui voient à la télévision, regardent le film à la télévision, ne vont plus trop vouloir aller en salle regarder ce film. C'est donc pour ces raisons qu'on a dans les pays en Amérique et surtout des pays européens, ils ont établi la chronologie des médias. Mais nous constatons au Cameroun que cela n'est pas institutionnalisé. Cela existe, mais pas de façon, je vais dire, ce n'est pas normalisé, si je dois utiliser ce mot. Alors, si nous avançons donc vers la distribution cinématographique, ou proprement dit pour faire l'état des lieux et les tensions structurelles qui existent entre la chronologie des médias et le cinéma camerounais, nous commencerons donc par présenter les fenêtres d'exploitation, puis présenter le cadre juridique qui est défaillant par rapport à la chronologie des médias. Nous avons un marché cinématographique très faible et non structuré. La qualité des acteurs en présence est parfois, on remet souvent cela en question.
Le financement de la distribution qui est un véritable problème. On a aussi la concurrence entre les différents médias, d'où la plainte de certains promoteurs des chaînes de télévision. Et le nœud dans tout ça, on a un problème de statistiques. Au Cameroun, nous retrouvons principalement comme salles de cinéma les salles reparties entre les villes de Douala et Yaoundé, les salles qui sont au standard. Mais il arrive parfois que certains cinéastes adaptent des salles qui ne répondent pas aux normes pour pouvoir projeter leurs films. Nous avons par exemple à Douala une salle qui est utilisée par les cinéastes qui font beaucoup plus dans les téléfilms, la salle de fête de Dokbon. Parfois à Bafoussam on utilise sa maison de partie. À Tcham parfois c'est à l'Alliance franco-camerounaise, des salles qui ne sont pas parfois adaptées. Les supports physiques, aujourd'hui il y a toujours les DVD SCD qu'on utilise, mais le piratage a vraiment tué cette fenêtre d'exploitation là. Mais malgré cela, d'autres évoluent pour utiliser les clés USB dont les techniciens s'arrangent à ce qu'on ne puisse pas pirater ou copier le film. Nous avons aussi la vidéo à la demande qui est la révolution qui est née de l'avènement du numérique. Aujourd'hui, les plateformes numériques sont là et permettent aussi l'exploitation des œuvres. Nous avons aussi en quelque sorte les réseaux sociaux, mais nous savons que tout cela, la rentabilité dépend très souvent des interactions. Si nous devons parler du cadre juridique qui est défaillant, nous dirons qu'il y a plusieurs lois qui régissent l'activité cinématographique au Cameroun, mais le problème de ces lois, c'est qu'il n'y a aucun dispositif pour parler du circuit de l'argent. Le circuit de l'argent n'est pas défini dans les lois qui régissent l'activité cinématographique au Cameroun. Les lois qui régulent aussi l'activité ne sont pas structurées de sorte à mettre en place une chronologie des médias. Il vous dit juste qu'il y a l'exploitation, par exemple dans la loi on vous dit qu'il y a l'exploitation en poste fixe, il y a l'exploitation vidéo et télévisuelle. Mais aussi il faut rappeler que ces lois datent de la période analogique. Donc ce qui fait que ces lois ne sont pas vraiment adaptées. On a un marché très faible qui est dominé par le piratage, les salles de cinéma uniquement à Douala et Yaoundé, les problèmes de financement. Un réalisateur affirme par exemple lors d'un entretien qu'en général on essaie de films premiers si on a les moyens parce que les salles aussi coûtent cher, on continue à étendre les projections sur le territoire. On a un public très laxiste, largement abonné aux films étrangers. Un public peu éduqué à la consommation des films camerounais. Un faible pouvoir d'achat des chaînes de télévision locales. Il faut dire que la chaîne jusqu'à présent, selon les propos recueillis chez les producteurs, seule la CATV achète. Mais jusque-là, bon, nous sommes des locaux de la CATV, mais les producteurs disent que ce n'est pas assez, que votre pouvoir d'achat est faible. La qualité des acteurs en présence. Il y a ceux qui se sont définis comme distributeurs. Mais en réalité, au Cameroun, jusqu'à présent, je n'ai pas encore rencontré un Camerounais qui ne fait que la distribution dans le cadre de mes recherches. On a des producteurs qui ont eu accès à un marché et ils se sont autoproclamés distributeurs. Et donc là, maintenant, d'autres producteurs qui vont vers leurs collègues producteurs pour la distribution parlent très souvent d'ANAP, d'un problème d'efficacité parce que généralement ils disent tu donnes un film à un producteur distributeur et parfois il met ton film dans les casiers, parfois il ne surveille pas les données du marché pour voir s'il peut positionner ton film. Et à côté de ça aussi, il y a les producteurs qui se plaignent que parfois leurs films sont diffusés à l'international, qui se plaignent du problème d'honnêteté. Parfois, on les informe que ton film a été diffusé sur une plateforme américaine, mais il n'a jamais été informé. On a aussi un problème de concurrence entre les différents médias. Par exemple, le promoteur de la chaîne Balafon se plaignait par exemple que
pendant qu'il diffuse une œuvre sur son média, une œuvre qu'il a achetée, pendant ce temps, le même producteur est en train de diffuser en VOD ou bien sur YouTube. Et ce qui fait qu'il n'a plus l'exclusivité. On a aussi une logique de spontanéité. Le système n'étant pas formel, les producteurs s'adaptent au marché qui s'ouvre à eux. Si pendant qu'ils sont en train de distribuer en salle, il y a une chaîne de télévision qui met le bon prix, directement ils abandonnent la salle pour se retourner vers la chaîne de télévision. Et il n'y a pas de statistiques. Vraiment, une industrie, on ne peut pas vraiment établir les données. On ne peut pas vraiment mettre en place une politique parce qu'on n'a pas de statistiques fiables pour nous permettre de connaître le nombre d'entrées dans une salle, connaître comment les films sont rentabilisés au Cameroun. Mais il y a quand même des dynamiques de cohabitation malgré tout ce problème. Par exemple, puisqu'elle est passée, les TV directement passé au niveau du système anglophone qui a très vite fait de mettre en place un système de chronologie des médias. Par exemple, dans le système anglophone, il y a ce qu'on appelle le launching, j'espère que je le prononce bien, ou movie premiere. Durant cette séance, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils projettent le film. Puis maintenant, il y a une forme de quête où chaque collègue vient accompagner son confrère pour soulager les dépenses, puisqu'on n'a pas vraiment un système de financement. Après, il y a les DVD, les supports physiques, les festivals, les plateformes numériques, la télévision et enfin les plateformes libres telles que YouTube. Donc c'est un peu comme ça qu'ils ont essayé de dynamiser pour construire un modèle adapté de chronologie des médias. Mais il faut aussi dire, puisque les producteurs camerounais veulent s'adapter à la norme internationale, il arrive souvent que certains producteurs essayent de suivre la chronologie des médias, seulement ils ne respectent pas la durée déterminée. Mais je pense aussi que selon notre contexte, il est presque difficile de pouvoir respecter les délais qui demandent par exemple quand un film sort en salle pendant 4 mois, après vidéo à la demande, chaîne de télévision payante, c'est 6 sur 48 mois. C'est vraiment compliqué. Donc, je vais aller à la fin pour dire ceci. Si nous voulons mettre, il est important de pouvoir mettre une chronologie des médias sur pied. Mais pour que cela soit possible, il faut un certain nombre d'éléments. La première chose, construire et vendre un cinéma camerounais. Je dis bien cinéma camerounais et non les films camerounais. Parce que si nous partons vers Hollywood, ils ont vendu le cinéma américain et non les films américains. On a fait le marketing autour d'une idéologie. Et c'est ce que le cinéma camerounais doit pouvoir faire aujourd'hui. Une idéologie qui permet aux Camerounais de pouvoir se reconnaître, se rencontrer. C'est vrai, en 2023, toujours sur la supervision du prof Madiba, on proposait le Poodle Code. Mais bon, je continue. L'autre chose, c'est l'éducation du public. L'un des problèmes que je constate et observe au Cameroun, c'est qu'on se bat à former les cinéastes. Mais on ne forme pas le public qui doit regarder les films. On a introduit par exemple les cours de cinéma au secondaire. Mais j'aurais voulu qu'on étende ça, la culture cinématographique, à toutes les classes du secondaire pour pouvoir éduquer les générations qui vont regarder les films camerounais. Il faut que nous construisons un marché cinématographique local fort, très fort. Et cela commence par la réforme du cadre juridique. C'est urgent et important. Si on veut mettre la chronologie des médias sur pied, il faut mettre aussi en place l'observatoire de la chronologie des médias. Nous savons qu'en France, cela existe et en 2017, il y a eu un scandale à Cannes parce qu'un film a été diffusé sur Netflix avant d'être passé en salle. Il faut aussi l'intensification de la formation des acteurs impliqués dans la distribution. Et Kangwa est à féliciter dans ce cadre, puisqu'ils ont, cette année, le festival a mis un accent sur la distribution et il faut aller à l'accélération de la structuration. Nous devons structurer notre domaine parce que sans structuration, nous devons toujours naviguer à vue.
Et pour la dernière, je dirais, peu importe la chronologie des médias que nous devons mettre sur pied, les délais et le chronogramme doivent dépendre exclusivement des réalités du Cameroun. Merci beaucoup. I am staying with producers adjusting according to what pays. I find that very interesting. You said that in your paper, that the chronology is not respected because sometimes producers are looking for where they can get some profit. So they adjust that chronology based on what pays. I find that very interesting. Now we're going to open the floor so I can keep to time and not get into Professor Biem's backside. So, your questions for our panel. I'm going to start and then Yadia is going to follow because I have some very, they're not very interesting, they're just personal concerns. I'm going to start with Professor Alain. You know, you talked about the decolonization of our screens, right? Yes, yes. What do you make of the situation whereby we find ourselves now trying to decolonize ourselves from the heavy influence of Nollywood? Because from the Anglophone side, that's what we're facing right now. It's like we almost trying to redefine ourselves, not from the West anymore, but we're trying to redefine ourselves from ourselves. You know, I find that very, it's an ongoing debate. I don't know what your position is on this. In my paper, I talked about local narratives. I think we have to come back to these local narratives and we have to write our own grammar. Which means that you ask yourself whether in Bamenda people wake up and live their day and go to sleep the same way they do in Nigeria. See? And I think that's the way you start decolonizing, because you have your own language. And that language speaks to you. It speaks to your people. If you don't do that, you're always going to be dependent on. I think it starts with language. And I use language in a very broad sense, meaning that you put into it the things that you do every day. It's a language. The way you do things is a language. The way you go about things is a language. The way you approach your work is a language. Now, as I said, personally, when I watch Nollywood, it's interesting, but I'm not that connected. I'm not that connected because it doesn't speak to my local place somewhere there every day, right? For example, I'm not very versed into spiritual, because in Nollywood you have all that section. So I'm also always disconnected because I come from a place where you have a certain way of going about things. It doesn't. So I think when you want to produce, you have to own your own narrative. That's what I think. Your own grammar. I call it grammar. Yeah, I like the way you put it. Thank you. Okay, I'm not going to monopolize. I'm already having some cold stares from here. I'll take Yadia. Vous dites que la question de la distribution, au regard des exposés qui ont été présentés, repose, à mon avis, sur 4 éléments. Donc, le professeur Chetty, évidemment, a parlé de l'État. Il y a la promotion, il y a le contenu même des films, il y a le manque de distribution, de culture de distribution, et aussi il y a la culture de la subvention. Je vais commencer par la promotion, et je vais prendre des cas pratiques. Au Cameroun, on s'est rendu compte que les films qui ont marché en salle ou qui ont été consommés étaient des films qui avaient une très bonne communication autour. Ça veut dire qu'en principe, ce n'est pas que la population locale refuse de consommer nos produits. C'est parce que cette population n'est pas au courant de ce qui se passe. Je vais prendre le cas du film de Joséphine Danou. Lorsque Joséphine Danou a sorti son film Paris à tout prix, il y a eu des bandes annonces qui sont passées à la télévision nationale. Et puisque la télévision nationale couvre l'étendue du territoire, au moment où on diffusait le film, les salles étaient archi pleines. Je vais prendre l'exemple des films de Thierry Tamac. Regardez la communication que Thierry Tamac fait autour de ces films.
Parfois, il ira même voir Vision 4. Il dit à Vision 4, fais uniquement la publicité du film et après tu diffuses le film gratuitement. Et les gens iront voir. Voilà des gens qui ont rempli les salles juste parce qu'ils ont fait la promotion de leur film. Donc, il y a cette partie-là qu'il faut prendre en compte. Par contre, ces gens que je vous dis, Thierry Tamba, il fait des films à petit budget. Mais on a des cinéastes dans ce pays qui ont fait des films à des centaines de millions. Mais ces films ne sont pas connus par les Camerounais. Pourquoi? Comme je disais, parce qu'en réalité, on a financé des producteurs. Et comme on a financé des producteurs, eux, ils ont dit que la distribution n'est pas leur tâche. Et comme ils ont fini de produire le film, c'est fini, le travail est fini. Donc, aussi, il y a la question des contenus des films que nous produisons. Moi, je suis de ceux, et je défendrai toujours cette idée. Moi, j'ai toujours dit, peut-être à l'époque, Sembène Ousmane avait raison, mais j'ai toujours dit qu'aujourd'hui, la théorie de Sembène Ousmane est obsolète. Cette théorie est obsolète. Pourquoi? Parce que prenez tous ces films qui sont faits par ces grands cinéastes africains. Vous allez vous rendre compte que ces films sont difficiles à regarder. C'est très intellectuel. C'est un cinéma trop, comment je vais dire, très élitiste. Oui, c'est difficile. Lorsqu'on regarde un film, c'est parce qu'on veut se divertir. Et ce cinéma est élitiste, pourquoi? Parce que justement, ceux qui financent ont une politique de festival. Ça veut dire qu'on fait les films pour être primés dans les festivals. Non pas pour que le film soit vu en salle. C'est ça l'objectif premier de la plupart de nos cinéastes africains francophones. Et ça pose un problème. Nous avons pris le cas du Nigeria. Lorsque le Nigeria a commencé, les gens ont dit que ce n'était pas du cinéma, c'est du home video, c'est du théâtre filmé. Mais s'il vous plaît, lorsque vous rentrez chez vous, tout le monde est en train de regarder. Mais dès que les gens sortent dehors, je ne regarde pas le film nigérien. En réalité, pourquoi? C'est vérifié. Aujourd'hui, Canal+ a acheté Nollywood et tout ça parce que ça passe. Ça passe. Pourquoi? Parce que les films étaient accessibles. Les films parlaient de nos réalités, mais ces films étaient accessibles, on ne réfléchissait pas. Ces films-là, c'était des films éducatifs. Moi, je me rappelle quand j'étais en première, et que ces films passaient à la télé à 20h, parce qu'à l'époque, j'étais à Bamenda, et il y avait une chaîne qu'on appelait Afrique... non, pas... Magic Africa. Il y avait une chaîne comme ça, voilà. Voilà. Et à 20h, généralement, ça passait à 20h. Et mes parents vont m'appeler, ils vont dire non, il faut venir regarder. C'est-à-dire, c'était le moment culte de la famille, où tout le monde était assis, et le parent profitait de cet instant-là pour nous éduquer. Nous étions en première, on était à l'âge de pubère, et donc il y avait beaucoup de choses qu'on devait passer par les films pour nous éduquer. Donc des gens regardaient ces films-là. C'est pour dire qu'il faut revoir la façon dont nous faisons des films. Ne faisons plus des films pour les festivals. Je sais que je ne dis pas que, je vais dire la priorité ne devrait pas, peut-être je parle mal, mais j'espère que vous comprenez ce que j'essaie de dire. Aussi, la subvention. Justement, j'ai parlé de la subvention. Je vais justement, la subvention, pourquoi? Parce que on subventionne la production, on subventionne le développement, mais on ne subventionne pas la distribution. Et donc, ce qui fait que les gens ont simplement la culture de la production, la culture de la réalisation, la culture de l'écriture, mais la distribution, on s'en fout. Et je vais finir donc avec l'État, si vous me permettez. Justement, l'État doit porter le cinéma. Je suis d'accord. Je vais prendre un cas au Cameroun. Dans les années 1976, l'État a confié tout un plan quinquennal pour le développement de la culture au Cameroun. C'est-à-dire, lorsque vous voyez l'immeuble de la communication, là, en principe, c'est un immeuble qui a été construit pour le cinéma. C'était la direction de la cinématographie du Cameroun, là où il y a le ministère de la Communication actuellement. Donc,
l'État avait financé cela. L'État avait mis en place un dispositif de financement de films appelé FODI. L'État avait mis en place une direction de la cinématographie qui avait pour but de penser et d'encadrer le cinéma local. Et pour la distribution des films, qu'est-ce que l'État avait constaté? L'État avait constaté qu'en principe, les films camerounais subissaient la dure loi du marché. Ça veut dire que ces films-là ne rentraient pas dans les circuits de diffusion parce que les films n'étaient pas compétitifs. Alors qu'est-ce que l'État a fait pour que ces films soient compétitifs? L'État a fait un texte où l'État dit clairement que chaque film camerounais qui bénéficie d'un visa d'exploitation doit être diffusé dans toutes les salles de cinéma 3 fois dans les 6 mois qui suivent l'obtention de ce visa d'exploitation. Donc c'était une obligation. Dès que j'ai mon visa d'exploitation, chaque salle de cinéma doit diffuser ce film au moins 3 fois dans les 6 mois qui suivent cette obtention. Mais qu'est-ce qui va se passer donc par la suite? Voilà les mécanismes qui ont été mis en place. Par la suite, il y aura un problème interne entre ces structures et les cinéastes. Et l'État reviendra par la suite, va organiser une réunion tripartite en 90 et va vouloir résoudre le problème pour redynamiser le cinéma. Tellement le débat était houleux au point où ils sont arrivés au vote. On a demandé donc, il faut voter séance tenante. Ce sont les cinéastes qui ont voté qu'on ferme le fonds de développement. Et lorsqu'ils ont fermé le fonds de développement en 90, l'État a entériné par un décret de liquidation du fonds. L'État a retiré l'immeuble de la cinématographie, il a donné au ministère de la communication. Donc aujourd'hui, lorsqu'on revient, on dit que l'État n'y fait rien. Aujourd'hui, il faut que les professionnels prouvent donc à l'État qu'ils sont capables effectivement de porter la chose cinématographique. Voilà l'une des... Et je vais chuter, s'il te plaît, permets-moi, pardon. Je vais chuter avec ce qui est en train de se passer au Burkina. Parce que c'est très alléchant. C'est très important. Et je pense que c'est un exemple. Mais moi, je dis, je ne sais pas comment ça se passe. J'entends voir. Mais je sais qu'il y a de grandes personnes qui portent l'initiative. Mais moi, je suis de ceux qui pensent, comme Cheikh l'a dit, si cette initiative est basée à 100% sur la subvention, ça sera compliqué. Ça sera difficile de durer dans le temps. Parce que il est difficile de financer continuellement un produit si l'argent qui permet de financer ce produit ne découle pas en principe de l'argent de ce produit-là. Ça deviendra difficile. Ce que je propose, par exemple, c'est que effectivement l'État doit porter le cinéma dans les pays du tiers-monde parce que le cinéma c'est beaucoup d'argent. Mais le cinéma doit être comme une entreprise. Ici au Cameroun, nous avons la SONEL, AES, nous avons la SINEC qui distribue de l'eau. Ce sont des organismes étatiques, mais ils vendent de l'eau aux Camerounais. Ils vendent de l'eau aux Camerounais parce qu'ils ont les moyens de s'installer, tout le mécanisme et tout. Donc, l'État peut effectivement rentrer dans la production des films. Mais que ce soit comme l'organisme qui vend de l'eau. Ça veut dire, si on vous finance, effectivement, vous faites votre film. Mais sauf que c'est l'État qui assure la distribution. L'État assure la distribution, il paye votre quote-part, vous payez la quote-part du réalisateur, il tire comment je vais dire ça? Il tire ses taxes et consort, et cet argent va lui permettre de redynamiser et de rendre ce mécanisme-là pérenne. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Many things. So let them Non, react and then we'll vite, je vais réagir vite à propos de mon ami. Sur cette question-là de cinéma culturel. Et que cette théorie obsolète. Mais elle ne l'est pas. Elle continue toujours à jour. Elle est toujours à jour. Et j'aimerais pouvoir poser la question. En quoi Monamoto de Bipa est intellectuel, est un film intellectuel? En quoi La Noire 2 de Saint-Ben est un intellectuel? En quoi Tesa de Haïli Jerema est intellectuel? Par contre, ce sont des films africains, sincères. Ça, c'est clair. Des films sincères, des films qui parlent de nous, qui font nos images, qui partent de nos histoires, qui racontent nos histoires.
Et quand je dis qu'il raconte mon histoire, ce n'est pas dans un esprit de chauvinisme. Non, il faut partir de là pour arriver à l'universel. Le départ, c'est ici, c'est de chez nous. Et deuxième chose, vite, pour cette question de l'État. L'État est appelé à faire. Mais ce qui importe le plus, il est appelé à faire correctement. Comment ça? Si vous dites, si vous donnez chez moi 4 500 000 par an à la production, et si vous ne faites rien pour un retour sur investissement, l'État a tort. L'État a tort. Parce que là, si vous dépensez, il faut chercher un retour. L'État doit réfléchir dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que ce sens-là me concerne moi. Si elle réfléchit en termes de retour sur investissement, c'est-à-dire qu'elle va réfléchir à la création de salles. Même si on doit faire des films accessibles, comme par exemple ce qui se fait à Douala, je pense que l'État doit urgemment, très urgemment, mettre en place un code qui dit dans nos films, il y a certaines choses que nous ne voulons plus voir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à Hollywood, quand le cinéma hollywoodien a commencé, il y a l'église protestante qui a très vite fait de prendre ce cinéma-là comme une arme. Et nous avons vu les dégâts que ça a causé dans l'intérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont peur de l'argent à cause de ces films-là, dans une Afrique qui doit se construire. Donc je pense que même si les films doivent être accessibles, il faut recadrer sur le plan thématique. Parce que ce que je vois comme destruction idéologique, c'est énorme. Sur la subvention, j'ai toujours dit de mes observations. En tant que cinéaste, on donne l'argent, je prends. Mais je pense en tant que chercheur que l'État ne doit pas subventionner les films. Je pense que l'État doit créer un marché interne fort. Si l'État, par exemple, dote les chaînes de télévision d'un pouvoir d'achat, si l'État fait en sorte que sur le marché, lorsque vous mettez un film, vous savez comment vous devez rentabiliser, l'État n'a plus besoin de faire quelque chose. Les investisseurs vont courir investir dans le cinéma. Et je pense que c'est ça l'idéal. Merci beaucoup. Je suis Alex Moussa Savadogo, le directeur général de l'agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel. J'ai vu que j'étais beaucoup cité entre autres. Mais je ne vais pas en réponse à cela. Et je suis vraiment très flatté, personnellement très flatté de savoir que mon pays aujourd'hui qui traverse des grands moments est pris un exemple dans des pays comme sur le continent, ne pas dire au Cameroun. Je vais aller rapidement sur 2-3 points que j'ai eu à noter dans les débats et aussi après les échanges. We have just 5 more minutes. Don't worry. To try to make it. It's okay. It's okay. La première question, c'était, on a parlé de, le premier ça parlait de la souveraineté culturelle. Je me pose la question à savoir comment on peut avoir cette souveraineté culturelle si la plupart de nos produits culturels sont beaucoup plus financés à l'extérieur que sur le continent, la plupart dans le pays lui-même en tant que tel. C'est ce qui justement a poussé le Burkina Faso justement à pouvoir essayer de pouvoir éliminer tout cela. Je suis un cas très simple. Dans le monde entier, on a toujours dit que le FESPACO a été toujours financé par les Français ou par l'Europe. On a démontré le contraire. L'apport, moi ça fait ma 3e édition du FESPACO, ça fait 4 ans que je suis au FESPACO. Le budget du FESPACO c'est 1,5 milliard de francs CFA. L'apport de ce que l'étranger apporte ne vaut même pas un tiers de ce budget. Tout le reste est géré par des partenaires locaux, pour ne pas dire par l'État burkinabé. Et on a démontré le contraire cette année. L'État burkinabé a donné plus la moitié, voire même totalement même le budget entier du FESPACO. Et les films que vous avez vus cette année au Burkina Faso qui ont remporté les prix. Prenez le film Katenga qui a remporté les talons d'or du Minéga. Le film a 90% burkinabé. Regardez le générique. On a reçu plus de 80 films burkinabés, 40 ont été sélectionnés et 20 ont reçu des prix. Là, on n'a pas la question. La question, c'est sur la distribution. Depuis ce matin, il y a le débat de la distribution qui est le sujet de votre débat, on parle de notre débat. Je me pose la question à savoir comment on peut parler de distribution si les mécanismes d'abord de la distribution ne sont pas mis en place. Il a parlé de la production. On peut produire autant qu'on veut,
Aujourd'hui, la politique, c'est tout le temps de produire. Mais est-ce qu'on parle de la distribution? Comment voulez-vous qu'on distribue des films dans un pays comme le Cameroun, comme le Burkina Faso, si on n'a pas véritablement des salles de cinéma? La question des plateformes dont on parle, c'est obsolète, j'emprunte son mot. C'est obsolète, cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec vous. C'est juste le mot obsolète, en ce sens que combien de Camerounais, de Burkinabés, d'Africains, de Centrafricains ont accès à une plateforme? C'est là où je le rejoins, je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas les vrais mécanismes de la distribution des films. Aujourd'hui, allons-y à Douala, allons-y à Bafoussam. Je ne suis pas camerounais, mais aussi à Yaoundé, combien de salles de cinéma existent? Je suis membre de jury, je sors d'une salle, il y avait 2-3 personnes dans la salle de cinéma. Donc là, il y a un problème. C'est là maintenant où il y a la responsabilité de l'État, qui devrait prendre maintenant ses responsabilités, mais pas à longue durée. Soit, c'est de faire revivre les salles de cinéma qui sont dans les régions, dans les provinces, dans les grandes villes, comme ce que nous faisons au Burkina. Dans le cadre de l'agence, nous avons récupéré toutes les salles de cinéma qui ont été transformées en mosquées, en églises, sous l'initiative présidentielle de les mettre en ordre. Et n'oubliez pas aussi la mise en ordre aussi des salles de cinéma aussi, n'est pas seulement 4 murs où on met un vidéoprojecteur. Une salle de cinéma, c'est un business. C'est un métier. Gérer une salle de cinéma, je le disais tout à l'heure. C'est pas juste mettre des films pour que les gens regardent dans la salle de cinéma. C'est pas possible. La distribution, c'est un métier. Dites-moi d'abord au Cameroun, il y a combien de gens qui sont formés à la distribution du cinéma? Au Burkina Faso, au Sénégal. C'est ça le problème aussi. La salle de cinéma, au minimum, on a besoin de 3 personnes. Madame, j'ai fini. Si on n'a pas un vrai directeur artistique qui est capable d'être en contact avec tous les autres pays, comme il parle du Cameroun, du Burkina, pour pouvoir faire des films, il y a un problème. Qui n'a pas une vision. Qu'est-ce que je donne à mon public? Qu'est-ce que je reçois de mon public? Ce n'est pas un gestionnaire de salle de cinéma. Il y a un manque de vision artistique. Pour terminer, comme on me donne 5 minutes, je vais rester sur mes 5 minutes. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, en quelques parties, ce que Sambel Moussoumane a dit, c'était à son époque. Et à l'époque aussi, il faut reconnaître qu'on parle de... Même aujourd'hui, ça existe toujours. Il y a du cinéma indépendant. Et il y a le cinéma commercial. C'est comme elle a dit ce matin dans son débat, on laisse la liberté à tout un chacun de choisir ce qu'il veut. Aujourd'hui, les Américains, ils reviennent sur le cinéma indépendant. La création du festival Sundance de Robert Redford qui est mort, c'est justement pour contrecarrer la question du cinéma commercial qui dominait plus que le cinéma indépendant. L'Afrique est en phase du cinéma indépendant. Question de pouvoir produire nos images qui vont parler au monde entier. Si aujourd'hui on continue à enseigner les films de Sambel Moussoumane, de Idrissa Ouedraogo aux États-Unis, comme il le disait en quelque sorte aussi, c'est parce qu'il y a du fondement, c'est la culture, c'est du cinéma, ce sont nos histoires. Je pense qu'il faut aller du local pour arriver dans le global en fait. Et tout individu, tout intellectuel, même tout être humain, c'est que dans le local en fait, il se retrouve toujours quelque part dans le film. Donc laissons la possibilité au public de pouvoir choisir, mais il faut produire. Madame, je termine. Au niveau de Nollywood. Yeah. I'm sorry. La dernière partie, on parlait de Nollywood. Oui, Nollywood, ils ont commencé, mais pourquoi en fait, Nollywood ça a marché? Aujourd'hui, en réalité, on ne parle pas de Nollywood. On parle de Nigeria Films. Ils sont partis du Nollywood pour pouvoir créer des films, pour pouvoir captiver les gens et de pouvoir impacter le monde entier. À l'époque, on ne voyait ni aucun film nigérien sur une plateforme ou autre. Allez-y sur Netflix. Il n'y a pas de films camerounais ni burkinabés francophones. Les 90% des films qui sont sur Netflix, 95% sont des films étrangers. Les films africains, c'est le Nigeria, mais on dit même les Nigériens veulent même plus le nom Nollywood, ils parlent de Nigeria Film. Donc ils sont partis du local, ils ont développé aujourd'hui, il y a une nouvelle qualité artistique des films qui parlent du Nigeria. Excusez madame, on aurait pu parler plus. Mais quand même, voilà, c'est ce que j'avais. C'est juste par rapport à ce que vient de dire Alex, cette souveraineté culturelle, elle se travaille dans un lot, c'est un ensemble. Et je vous donne juste une petite précision, comment peut-on parler de souveraineté culturelle si on la rattache à la question de la distribution dans un pays où le mien, où c'est Megarama et Pathé qui distribuent les films et qui ont droit à 85% des recettes. Je termine. So I just want to thank everybody. I want to thank my panelists for your brilliant presentations. And I don't have enough time, I'll just say goodbye. Prof, so you won't kill me. I'm going, I'm leaving. Thank you all so much.